Autoportrait Philippe Mignana, première. Les dimanches, nous allions dans une ferme. L'oncle de ma mère en avait une. Je respirais l'odeur épouvantable de ferme et je vomissais. Et puis je n'ai plus vomi. Au contraire, j'en redemandais. J'avais saisi que l'odeur épouvantable de ferme serait liée à jamais à l'idée de bonheur véritable. Après avoir laissé traîner ma vie, vie de rien du tout, l'essentiel de ma vie, j'ai eu la révélation, serait dans le souvenir du petit périmètre malodorant. Il me suffisait de penser au petit périmètre et j'étais sur un petit nuage. Un jour que je contemplais le monument aux morts, je n'ai jamais rien contemplé de plus laid qu'un monument aux morts. J'avise, au pied du monument aux morts, une petite touffe de violette qui sentait la violette. L'odeur épouvantable de la ferme où on voit le monument, sera toujours liée pour moi à celle des violettes. Pourquoi la violette ne sent plus la violette? J'ai beau demander, impossible d'obtenir des réponses franches. On nous a privés de l'odeur de violette, on nous a privés de beaucoup de choses, je dirais même de l'essentiel. Un jour j'ai lâché prise, et je me demande encore quel jour c'était. Et un soir on se dit, j'ai 50 ans et c'est l'hiver, que va-t-il se passer maintenant? Et on a la certitude que maintenant, il ne se passera rien. La femme au sourire triste, l'homme qui gît commence à râler. Bon, bah ça, ma mère avait des trucs comme ça, mais plastique blanc. L'horreur, quoi. Moche. Bon, là, je préfère pas me regarder. Oh, meumeux, les meumeux. Les vaches. Ah ouais, j'aime bien ça. C'est toute mon enfance, à Franche-Comté, les villages au-dessus de Besançon. Les petites voitures Peugeot. Voilà, moi j'avais pas de jouets, alors on jouait avec celle du voisin, le fils Fesselet, qui était le fils du maire. Et on avait des petites voitures comme ça, dans le sable. Peugeot, alors évidemment, Peugeot. Toute mon enfance, parce que j'habitais Sochaux, mon papa travaillait chez Peugeot, mes cousins travaillaient chez Peugeot, j'ai failli travailler chez Peugeot, mon frère aussi, j'ai passé des tests en 3e, j'étais tellement nul qu'ils ont pensé que je pourrais être vraiment un simple ouvrier, éventuellement un petit dessinateur, avait dit le prof d'allemand à ma mère, ce sera peut-être un petit dessinateur, parce que je dessinais pas mal. C'était l'horreur. Alors,
C'est une rue flippante, totalement flippante. Des maisons, des grilles, des jardinets, des balconnets, des murets, des fils électriques. L'horreur, j'imagine ça un dimanche. La télé, l'odeur de poulet, la grand-mère, la mère, le garage, l'odeur d'essence. On se suicide. Vieux Charmont. Ah ben oui, oui, si, c'est ça. C'est notre maison, c'est celle-là. J'ai vécu jusqu'à plus de 20 ans. Maison horrible, sinistre, immense. Grenier à foin, grenier, cave, plein de caves, parce que mon grand-père faisait des épiceries fines, donc il y avait plein de caves. Ça me revient quelquefois, avec le bruit aussi des portes, des vieilles portes de la cave, du garage. C'est pas des souvenirs. Avec l'âge, ça devient attendrissant, mais. Et comme chez nous, elle était très mal faite, cette maison, il fallait obligatoirement passer par l'endroit où habitait ma grand-mère. Et je dormais souvent quand j'étais jeune homme, puisqu'après j'étais étudiant, donc je vivais à Besançon. Et quand je rentrais, je dormais dans la salle à manger de ma grand-mère, qui était un dépotoir de l'épicerie, en fait, une sorte de chambre seconde de l'épicerie. Donc il y avait plein de PQ encore. Et il y avait des gâteaux sous plastique, d'énormes, avec d'horribles crèmes immondes, etc. C'était très étrange, cette vie-là. Et curieusement, à mon âge, à la cinquantaine, je reviens volontiers en Franche-Comté, comme ça me touche, ça m'émeut, je me dis que j'ai une terre, voilà, c'est bizarre. Je ne pensais pas que ça me... Alors que l'Espagne, qui est l'autre partie, ça m'est familier, mais c'est loin. Puis j'étais élevé en Franche-Comté, l'Est, le froid, ça me dit quelque chose. Les grandes maisons pas chauffées. Enfin, la Franche-Comté, on dirait que c'est fait exprès. Oui, ben, j'y reviens. En plus, le hasard fait bizarrement les choses parce que j'ai été nommé associé au théâtre de Dijon-Bourgogne, qui est quand même pas très loin de Besançon, où je suis né en 1946. Et c'est tout près de la Suisse. Alors, c'était les dimanches en Suisse, tous les dimanches en Suisse. On allait acheter des gros bouts de chocolat, là, comment ça s'appelle, des rochers, la soupe Knorr. Et on rentrait, on faisait de la soupe Knorr le dimanche soir. Et aller en Suisse, c'était exotique. C'était très exotique, parce que ma mère, qui s'emmerdait dans sa vie, qui était extrêmement intelligente, elle faisait du trafic. Elle cherchait sur des cartes d'état-major, là où il n'y avait pas de frontières. À l'époque, on ne passait pas la frontière comme ça. On était petits, elle nous attendait à l'école avec mon frère, on avait une dizaine d'années, et elle faisait du trafic d'essence, parce que c'était moins cher. C'était une occupation très particulière. Alors on allait comme ça le dimanche, alors soit faire du trafic avec ma mère à Port-Entruy, ou on allait quand on était plus petit à Bienne, au lac de Bienne, faire de la pêche à la ligne. En fait, nous passions toujours, en partant en vacances dans le sud, ou l'Espagne, ou le sud de la France, on passait pour des raisons de faire des plats moins chers, etc. Les Français moyens, bonjour. Et on passait toujours par la Suisse. Ce qui fait que c'était un choc quand on rentrait d'Andalousie, par exemple, de retrouver les vaches, les prairies, les lisières, le verre. C'était une extase pour moi, et ma mère, évidemment, commençait à faire la gueule, parce que ça voulait dire retrouver la maison familiale, sa mère, avec qui elle faisait la guerre, etc. Et c'était toujours un moment pour moi, la transition était merveilleuse de ces prairies vertes, de ces vaches, etc., où tout paraissait plus petit, comme quand on est enfant, on grandit un peu chaque fois. Anne-Marie, la robe de Catherine Méjeanne. Petite mise en scène que j'ai faite à Théâtre Ouvert, ici. J'ai une histoire avec Théâtre Ouvert assez belle quand même, il faut en parler, parce qu'elle est longue et décisive, parce que c'était en 80, j'étais prof à Metz. Et on m'a désigné un petit homme, c'était Lucien Atoun, il m'a dit « c'est à lui qu'il faut que tu envoies tes textes ». Donc j'ai envoyé mes textes. Et donc après 80, il y a eu cette fidélité avec eux qui continue. La preuve, je suis dans ces murs aujourd'hui. Et donc,
Atoun, dès qu'il invente un truc, me met tout de suite sur le coup. Donc il a inventé les radiodrames. Au moment où France Culture a posé problème, on a fait de la réduction de temps d'écoute des œuvres dramatiques. Et donc il m'a commandé un radiodrame en très peu de temps. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On puise dans sa sacoche, dans sa boîte perso. Donc j'ai retravaillé sur ce thème que j'aborde chaque fois de façon différente. La maison, la mère, la fille, les enfants, la fille, c'est-à-dire un peu mon histoire avec la matrice théâtrale qui fait l'œuvre, évidemment. L'autobiographie ne suffit pas. Il faut faire la machine, il faut fabriquer la machine. Voilà, et donc, comme c'est une femme qui vit plutôt, on peut supposer pas en ville, mais plutôt à la campagne, Catherine pensait s'habiller peut-être dans des vêtements qui correspondraient. Et je dis non, bien sûr que non, je crois qu'il faut... Ce qui est beau dans l'art, c'est le décalage, c'est l'entre-deux, c'est comment on reconstitue le réel. Et j'ai dit, c'est une femme d'abord. Pour moi, on va pas passer à des mythologies, c'est la reine du foyer, c'est la reine des abeilles, c'est quelque chose il faut en faire une figure, et pas une petite dame anecdotique, avec un tablier à carreaux, je sais pas quoi. Donc, elle était cette dame qui sortait du palais, parce que j'ai utilisé tout l'espace, et elle me tenait ses talons arriver, puis disparaître. Elle arrivait évidemment en rouge, la petite robe rouge. Voilà, elle était magnifique. La petite robe de Catherine Eugène. Ben voilà, merci beaucoup. J'aimais les hommes et leur odeur séminale. Celle de mon régulier, le premier, était délicieuse. J'aimais moins celle de ses aisselles. Alors j'ai cherché un autre régulier avec une odeur d'aisselle délicieuse. J'ai cherché longtemps, c'était dur à trouver. Et puis José est arrivé qui, quand il a syllabé, faisait « et ah ». C'était tout ce qu'il faisait. « Et ah, j'ai faim, et ah, j'ai sommeil, et ah, les cabinets s'il vous plaît ». J'adorais José. À 5 ans, il faisait toujours « et ah » sur plusieurs tons et rien d'autre. On a vu les spécialistes, il a dit « j'ai faim, j'ai sommeil, le cabinet s'il vous plaît », comme tout le monde. Hélas, j'ai cessé d'aimer José. Alors, je continuais à chercher l'odeur d'aisselle délicieuse. Il y en a assez rares qui ont l'odeur séminale délicieuse et l'odeur d'aisselle aussi. À force de chercher, je me suis perdue. Je ne pensais qu'à ça, l'odeur séminale et l'odeur d'aisselle, et toutes les deux en accord parfait. Et les gens disaient « oh, Maria, c'est l'odeur séminale et l'odeur d'aisselle qui l'intéresse, c'est tout ». J'étais classée d'un seul coup, c'est-à-dire déclassée. La roulure moyenne, et c'est vrai, j'étais une roulure moyenne. Et un jour, José m'a dit, puisqu'il savait parler, « Maman, tu es une roulure ». À partir de là, c'était la dégringolade. J'aimais le vin rouge, les frics dans les fêtes foraines. J'étais pleine de réguliers. J'ai perdu ma mère, mon père, José était en pension, mais la mère du Christ était mon amie. Et puis c'était la guerre de 1936, j'ai pris 15 kilos. J'avais peur. Ces nationalistes font cette insurrection militaire qui fait 600 000 morts. Je perds la plupart de mes réguliers. José devint jaune. Il y eut 32 mois de combat et Barcelona tomba. Et toutes les forces républicaines, et l'autre, le caudillo, entra dans Madrid. C'était en mars 1939. Alors, je couche avec un douanier et on file dans la belle France avec José. Et voilà qu'en avril 1939, la même année, l'autre, le Führer, il veut envahir la Pologne et c'est aussitôt la guerre. Je quittais la guerre civile et c'est la guerre mondiale. Et la belle France, qui ne l'est plus, est envahie elle aussi. Je perds 20 kilos. J'ai le cancer du sein. La mère du Christ me suivant partout, je lui dis que c'est fini entre nous. Donc, on crevait de faim, on me coupa le sein droit, puis le gauche, et juste après, l'hôpital sauta. Les pommiers étaient en fleurs. Je pensais à l'odeur séminale des hommes, à celle des aisselles quand elles sont toutes deux délicieuses. C'était un délice. Hélas, José eut besoin de lunettes. Je me prive de bonnes denrées. On est à Paris, il eut ses doubles foyers. J'avais un régulier pas dégoûté, moi sans sein, lui sans odeur, hélas.
Alors, je me teins les cheveux, j'étais guérie. On va en Corrèze, José dans les Alpes à cause des poumons, et c'est alors que l'odeur séminale du boche, celle des aisselles, souvent blondes, toutes les deux délicieuses, me parvint, et j'offre le bas de mon corps. Mes cuisses étaient splendides, assez boches. Je bois du champagne et c'est la fin de la guerre. On me tond. José revient guéri, mais l'âme blessée. Il était vert, il fabriqua des bateaux et encore des bateaux avec des allumettes. Il disait « Maman, allons à Alicante ». Alors je me réconciliai avec la mère du Christ. Et puis le temps s'écoula comme il doit s'écouler et ma vie, c'est une vie ni plus ni moins. Les choses inévitables sont inévitables. J'ai 96 ans, José, écoute-moi. Maman est là tout près, j'arrive. Et Et elle meurt. Et elle meurt. Et le corbeau s'éloigne en sautillant, comme le font tous les corbeaux. Eh ben écoute, c'est parfait. Poum. C'était rapido, ça. Rapido, un peu distraitement, en même temps, tu as des repères, tu as des rendez-vous dans le texte précis. Je trouve qu'il y a... Et tu vois, on peut le dire aussi. Alors là, j'ai adressé en petite confidence, comme ça, à toi. Mais on pourrait aussi l'envoyer très loin, très fort, au monde entier. Oui. Comme une profération, quoi, tu vois. En même temps, bon, il faut, il faut pas non plus fabriquer, quoi. Il faut non, puis là, puisque le rapport était de l'intimité. On peut pas. Tu me là l'as où dit comme ça, comme pas presque comme une confession. Je trouve ça juste, quoi. Sinon, ça fait formel tout à coup. Si tu te mettais à le. J'aimais les hommes et leur odeur séminale. Attends. oui. Celle de mon régulier, le premier, était délicieux. Ça, c'est Madeleine Renaud. J'aimais moins ça de ses aisselles. Alors, je me suis mise à chercher un autre. C'est ça. On peut dire toutes les façons. Oui, on peut le faire comme ça. Oui. Ça serait autre chose, un autre genre. Quoi. Tu sais, ce qui me manque, c'est de se dire dans quel genre on met souvent, je trouve, dans l'art. Hein. Bah, évidemment. Et l'acteur, c'est ça son boulot, c'est de se plier au désir de l'auteur ou de savoir dans quoi il est. Voilà, et ça, très souvent, on se plante parce que c'est 80% de notre boulot, c'est de savoir... parce que du Shakespeare, tu joueras pas comme du Mignana ou... Moi, je suis pas sûr. Même dans quel projet tu es. Oui, c'est ça. C'est plutôt dans quel projet, parce qu'on peut mettre un auteur vivant, un auteur mort dans le même projet et savoir le style, le genre. Enfin, c'est des questions qu'on pose pas assez, je trouve. Genre, style. Alors lui, Michel Vinavert, il a un visage incroyable. Ben voilà, Michel Vinavert, j'ai une vraie histoire avec lui en fait parce que j'ai travaillé en tant qu'acteur sur Vinavert et j'ai compris quelque chose effectivement de cette parlotte, on va dire, la parlotte ordinaire qu'invente Vinavert, qui reconstitue la parole des gens. Et avec cette espèce de tressage très habile entre la syntaxe donnée et puis ces locutions figées, cette trivialité qui appartient à la langue parlée. Et le paragraphe exige un nettoyage, un dégraissage pour ne garder que le matériau principal, la bonne vibration, la quantité exacte de mots pour que ça fasse sens et son, enfin, ou sens faisant son, et qu'on ait cette espèce de... On retombe sur ses pattes, il y a une espèce de mouvement à l'intérieur, comme ça, comme un maelstrom à l'intérieur du fragment, de la parole, de la prise de parole, et il me disait toujours, pense à ça, et ce soit rond. Ce qui est une image, ce soit rond, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien de trop, ça ne dépasse pas. Or, c'est une phrase que j'ai en tête toujours quand j'écris. C'est-à-dire, je le dis, je préfère les mots, et très vite, on a tendance, quand on écrit, à en mettre trop. À que ce soit pas rond, justement. Il y a trop de mots, ça bave, ça... L'écriture, c'est comme de la musique, c'est comme toute proposition dans l'espace. Là, c'est un espace sonore, il faut juste la quantité. C'est pareil en couture, en design. C'est un problème de... Voilà, c'est... juste les ingrédients qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Et il m'a appris ça. Il m'a appris cette justesse-là, cette chose,
cette secrète architecture du paragraphe, avec ce mouvement à l'intérieur qui peut être aussi composé non seulement de ce tressage dont je parlais, mais d'assonances, de rimes intérieures, enfin, la vibration de la langue, la langue chair, la langue matériau, plus cette chose que je lui ai volée, à la fois ce tressage-là de cette parlotte ordinaire, et puis aussi le fait qu'il ne ponctue pas. Et souvent, les gens pensent que c'est, je sais pas, une perversité de l'auteur vis-à-vis de l'acteur. Pas du tout. Je trouve que simplement l'absence de ponctuation, qui est un code et qui instaure une parole rythmée, raisonnable, celle du speaker, celle de la parole de communication, je trouve que ces paroles, qui sont souvent dépositaires d'aveux divers, des personnes parlantes, des figures parlantes, l'absence de ponctuation permet le flux de la parole ordinaire, permet l'exécution souvent assez rapide de cette parlotte. Voilà, donc c'est un de mes maîtres, ce monsieur Vinavert. C'est un roller. Roller, ouais. Le roller et la ramette. Pour être un joli fable. Ben ouais, c'est mes instruments de travail, ça, la ramette et le roller. J'avoue que je n'écris pas l'ordinateur, j'ai jamais machine à écrire. J'en ai acheté une machine à écrire il y a une dizaine d'années, on me l'a volée 3 jours après. Donc je me suis dit que c'était un signe, qu'il fallait que j'arrête avec la machine à écrire. J'avais à peine commencé à apprendre. Et puis, alors l'ordinateur, je sais pas, tout le monde me dit que c'est génial et tout, et j'arrive pas. Et avant d'oser attaquer la ramette, il y a les calepins avant. Il y a plein de notes, il y a plein en amont. Il y a les phrases qui montent, qui arrivent, qui jaillissent, qui sortent de soi, on a des espèces de vision, je dirais, qui anticipe l'acte d'écrire même. C'est-à-dire que quelquefois, je sais que ce sera un carré ou un rectangle, qu'il y aura une forme, un périmètre dessiné par les mots, comme une quantité à peu près de mots. Et quand je dépasse ce périmètre que j'avais prévu, mon corps est en souffrance. C'est-à-dire que j'ai une espèce de montée j'ai chaud, j'ai l'impression d'avoir de la température, j'ai des manifestations dans le corps. Et par contre, quand tout à coup, ça va tout seul, c'est-à-dire que là, comme si le roller allait plus vite que ma pensée, que la chose s'inscrit avant même que je l'ai réellement formulé, que ça va plus vite que moi. Beaucoup d'écrivains disent ça, hein, c'est pas original. Alors le corps est content, enfin une espèce de satisfaction du corps. Et donc avant d'oser, alors le jour où j'ose poser les premiers mots, c'est un jour incroyable, où il y a la notion du temps qui est un peu perturbée, où effectivement moi je suis un très très gros dormeur, et ben là c'est le matin réveillé tôt, parce que tout à coup il y a le travail, il y a la ramette qui attend, il y a le remplissage de la ramette, j'aime bien le mot ramette déjà. Enfin voilà, ça c'est les instruments nécessaires, et c'est assez voluptueux, le contact, le remplir, mettre du noir sur du blanc, la calligraphie même, et puis l'importance. Je sais que j'écris jamais des pièces de 500 pages, mais comme je fais beaucoup de brouillons, que je gâche beaucoup de papier, il me faut au moins ça. Et puis je sais pas, c'est un petit monument, c'est une petite construction, c'est une petite maison aussi. C'est un endroit, un bel endroit, je trouve.